Vous vous souvenez de Delirium Concept? Vous vous souvenez quand j'ai promis que entre 2 épisodes de Super Smash Bros Delirium, j'allais sortir des épisodes de cette nouvelle émission censée être plus rapide à faire? Moi non plus. Même si j'aime toujours bien cette première tentative, pour le coup, je vais réviser complètement l'idée de Delirium Concept. Ou comme avec Delirium, je ferai des movesets beaucoup plus complets. Cela dit, je m'attaquerai à des personnages qui sont plus connus et plus réclamés, à partir du moment où j'arrive à apporter ma propre version. Bref, bienvenue dans Delirium Concept, version rebootée. Vous savez ce qui est génial avec Mario et son univers? C'est qu'ils sont suffisamment malléables pour faire ce qu'on veut avec eux. Rappelons que la mascotte de Nintendo a d'abord commencé sa carrière dans les jeux vidéo en pourchassant un gorille au sommet des échafaudages d'un chantier. Ensuite, on l'a vu débarrasser les égouts de tortues et de crabes avec son frère Luigi. Et c'est après cela qu'il a connu sa première aventure dans le royaume champignon, où il a sauvé la princesse Peach des griffes de Bowser, instaurant les codes d'un genre vidéoludique à part entière. Mais en plus de ses nombreux jeux de plateforme, c'est bien connu, Mario a plein de spin-offs basés sur d'autres types de jeux. Il y a bien sûr Mario Kart, la licence de jeu de course la plus connue de l'histoire du jeu vidéo, mais on a aussi de nombreux spin-offs en jeux de sport. Que ce soit Mario Golf et Mario Tennis, que Camelot sort régulièrement, que des jeux un peu plus sporadiques dans leur thème. On a par exemple eu un jeu de basket, on a eu des compilations de sport, sans compter la licence de Mario Sport la plus sous-estimée, les Mario Strikers, des jeux de football complètement barrés. Et ce, même si la difficulté, particulièrement celui de la version Wii, peut être vraiment abusée. Cependant, il y a un autre terrain de genre vidéoludique sur lequel Mario s'est aventuré avec le temps. Celui des RPG. Tout a commencé en 1996 avec Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, sorti sur la Super Nintendo en Amérique du Nord et au Japon, mais jamais en Europe. Ce qui était un véritable bond dans l'inconnu à l'époque a été développé par un petit studio qui s'appelait Square, qui aujourd'hui porte le nom de Square Enix. Un studio qui, quand même, je pense, en termes de RPG, ils connaissent leur affaire. Je crois. Si cette première tentative autosuffisante n'était pas le plus gros succès de la console, le jeu est tout de même devenu culte avec le temps. Certaines des mécaniques que ce jeu a d'ailleurs introduites sont devenues des mécaniques récurrentes des RPG Mario qui ont suivi. À ce sujet, ce premier pas a d'ailleurs mis Nintendo en confiance. Ce qui fait que même si Super Mario RPG n'a jamais eu de suite, Mario a tout de même eu ses propres licences de RPG malgré tout. Et l'une de ces licences spin-off s'appelle Mario et Luigi. Née sur les écrans de la Game Boy Advance avec Mario et Luigi Superstar Saga, cette série se démarque par le fait que seuls les frères Mario sont jouables et doivent résoudre ainsi toutes les situations qu'ils rencontrent et vaincre tous les ennemis qu'ils affrontent à eux deux. Avec son gameplay sans doute classique mais qui a tout de même été influencé par les mécaniques de gameplay de Super Mario RPG, ainsi qu'une bonne dose d'humour, le jeu devint rapidement un succès et la licence fut devenue un incontournable des consoles portables Nintendo. La licence a rapidement grandi sur la Nintendo DS grâce à 2 jeux. D'abord, Mario et Luigi, les frères du temps, où les frérots sont lancés dans une aventure à travers le temps où ils doivent faire équipe avec leur version du passé afin d'empêcher une invasion extraterrestre. Puis sort l'opus considéré comme le meilleur de la série Mario et Luigi, Bowser Inside Story, ou comme on l'appelle chez nous, Voyage au centre de Bowser. Une aventure prenante dans laquelle les 2 frères doivent sauver le royaume champignon d'une épidémie et retrouver le coupable, le tout en étant coincé à l'intérieur du corps de leur némésis, faisant de Bowser le 3e personnage jouable du jeu. On pourrait croire que la licence aurait continué à prospérer de la sorte. Mais malheureusement, la Nintendo 3DS est la dernière console sur laquelle on a vu cette licence, et il restera, à moins d'un gros changement. Au début, tout allait bien. Dream Team Bros, un jeu où nos héros devaient explorer un monde onirique et qui mettait fortement Luigi en avant, a connu un bon succès. Mais c'est avec le 2e jeu que la chute a commencé, Paper Jam Bros. Un crossover avec Paper Mario, l'autre spin-off en RPG du plombier, l'aspect de Paper Mario présenté dans ce jeu était celui de Sticker Star. Une version très controversée, et pour de bonnes raisons. Un jeu charcuté par beaucoup de contraintes, et on le ressent malheureusement également dans Paper Jam Bros. C'est comme si le potentiel n'arrivait jamais à éclore pleinement. Résultat, non seulement le jeu est moins bien accueilli, mais en plus il se vend moins bien également. Viennent ensuite 2 remakes, le premier celui de Superstar Saga, et le deuxième Voyage au centre de Bowser. Les jeux sont mieux accueillis, mais malheureusement leurs ventes sont exécrables. Car malheureusement les jeux sont sortis en plein durant le boom de la Switch. Peu importe leur qualité, quand une console aussi populaire que la Switch est sous le feu des projecteurs, ils ne pouvaient pas faire concurrence. Et malheureusement, en 2019, on apprend la triste nouvelle, Alpha Dream, le studio qui développait les jeux Mario et Luigi, ferme ses portes
suite à une faillite bancaire, faisant que jusqu'à nouvel ordre, les Mario et Luigi sont mis au placard. Une fin d'autant plus triste que frustrante qu'on ne sait pas du tout ce qui s'est passé en coulisses. Vu qu'évidemment personne ne sait quand les problèmes d'argent de Alpha Dream ont commencé, ça laisse beaucoup de choses à l'imagination. Genre imaginons que ça a commencé après l'échec commercial de Paper Jam Bros. Ils n'avaient peut-être pas les ressources pour commencer à développer pour la Switch, et étaient donc obligés de rester sur la 3DS, se condamnant eux-mêmes. Sans compter que Nintendo n'a rien fait pour les aider. On sait qu'ils n'accordent pas autant d'importance à l'univers des RPG, mais tout de même le fait qu'ils n'ont même pas tenté de les sauver, et qu'ils ne se sont jamais exprimés sur le sujet, ça donne l'impression qu'ils les ont juste laissés mourir. Entre ça et Paper Mario qui est toujours très expérimental et qui n'est pas revenu depuis le temps à la formule que tout le monde aimait, sont désormais morts. Remercions néanmoins Ubisoft, j'aurais jamais cru dire ces mots un jour, pour les Mario plus Lapin Crétin qui explorent le domaine des RPG tactiques pour le moment. La situation est plutôt déprimante, je vous l'accorde. Mais partageant l'amour pour la licence des Mario et Luigi, même si je suis un cas un peu à part, je me dois de continuer de rendre hommage à cette licence. Et ainsi, pour le reboot de Delirium Concept et son premier épisode, je vais commencer en donnant un moveset à son personnage le plus apprécié. Les RPG Mario ont, surtout dans les premiers, beaucoup de personnages inédits, en particulier parmi les antagonistes. Et en parlant des méchants des Mario RPG, on peut difficilement faire plus iconique que Grakowitz. Ce petit savant fou à la tête de haricot et au sourire à faire pâlir le chat du Cheshire est apparu pour la première fois dans Superstar Saga, où il est le bras droit de l'antagoniste principal. Il fait office d'un des obstacles récurrents du jeu ainsi que son avant-dernier boss. Après une défaite cuisante, il se retire dans des coins reculés et devient un marchand dans les Frères du Temps. Puis vint son retour triomphal dans Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser, en tant qu'antagoniste principal. En volant l'armée du roi des Koopas, il met en place un plan qui lui permettra d'obtenir les pouvoirs de l'astre noir. Un dangereux MacGuffin dont la puissance lui aurait permis de conquérir le royaume champignon. Et il a failli réussir le bougre, uniquement stoppé par la coopération entre les frères Mario et Bowser. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il a fait ça tout seul. Il a toujours un coup d'avance, les héros ne l'ayant arrêté qu'à la toute fin du jeu, et ce avant que son plan ne porte ses fruits. Là où d'autres méchants iconiques dans son genre ont connu des revers de-ci de-là, ou alors profitent de tout le monde pour obtenir ce qu'ils veulent à la fin. Là où le plan de Grakowitz n'a compté que sur son intelligence, la force de ses sbires et ses créations. Une fois battu, il tente d'éliminer Mario et Luigi une dernière fois en se faisant exploser. Mais ça a raté. À l'heure actuelle, il est laissé pour mort et on ne le reverra pas de sitôt. Comme dit précédemment, c'est l'un des personnages originaux de Mario et Luigi les plus reconnaissables. Sa petite stature, ses lunettes en spirale, son sourire énorme. Et ça, c'est que son apparence, attendez de voir comment il parle. Entre la VO où il rigole à chaque fois à la fin de ses phrases, la VF qui roule ses airs, mais surtout la VA avec sa grammaire complètement pétée et son affinité pour des métaphores basées sur la nourriture. Petit florilège. Je suis le plus meilleur élève de la grande Gragemona, qui s'appelle Grakowitz. Stupide moustache, au poil sale comme la queue d'un cheval dans une grange construite par un fermier qui est fou. Un gagnant est vous. Le pouvoir de Gragemona a été versé dans le corps du Koopa qui est roi. La douce voix de la princesse Peach sera le pain du sandwich des désirs de Gragemona. Et ce combat sera la moutarde sur ce pain. La moutarde de votre mort! J'ai joué l'homme de main pour une hystérique. J'ai de l'aspiration. Le jour viendra où Grakowitz redeviendra grand. Et là, plus aucun bonbon de bébé ne sera en sécurité. Et sa phrase la plus connue, j'ai de la fureur. Oh ma pauvre gorge. Revenons à nos moutons. Nous avons vraiment affaire à un personnage atypique, apparu dans 3 jeux qui normalement devraient donner suffisamment de matière pour créer un moveset complet. Pourtant, il n'a jamais été jouable dans Smash Bros, même s'il n'est pas seul dans son cas. Aucun des personnages jouables de Mario dans l'univers de Smash Bros ne sont issus de RPG, et c'est pourtant pas par manque d'intérêt. Ainsi, pour bien commencer Delirium Concept, je vais lui dédier cet épisode à ce personnage amplement intéressant. Donc, comment Grakowitz pourrait se démarquer des autres combattants de Super Smash Bros, voire même comment il pourrait tenir la cadence, car vous le voyez bien, le pauvre, il est tout maigrichon.
Cela se reflèterait également dans ses stats. Il serait plutôt léger, pas bien rapide et ne sauterait pas bien haut. À main nue, il serait incapable de jouer d'égal à égal avec les autres combattants. Et justement, à la base, ce n'est pas un homme d'action, c'est un inventeur avant tout. Même en ayant absorbé une partie des pouvoirs de l'Astre Noir, il a besoin de machines pour l'aider. Et cela se reflètera dans son gameplay dans Super Smash Bros car il aura droit à un gimmick unique. Gimmick qui concerne son invention la plus connue, l'Aspiro-Casque. Ce casque accompagne Krakowitz dans les 2 jeux où il a un rôle majeur, et lui confère en plus une variété de capacités différentes. Dans Smash, il sera constamment équipé de ce casque. Les propulseurs sur les côtés lui permettent de se déplacer en volant. Non seulement il se déplace plus vite et il saute plus haut, mais en plus il a accès à 4 sauts supplémentaires. Et comme avec la coupe mobile de Bowser Jr., attaquer l'Aspiro-Casque inflige moins de dégâts à Krakowitz que de le frapper directement. Cela vient cependant avec un gros handicap que le premier n'a pas. Le casque a en effet sa propre barre de vie. Et une fois vide, le casque devient pas totalement inutilisable parce qu'il peut toujours exécuter certaines attaques. Par contre, les propulseurs, eux, sont hors circuit. Et contrairement à d'autres gimmicks basés sur une utilisation limitée, la UI du joueur de Krakowitz n'infiche rien pour lui faire savoir que le casque va bientôt tomber en panne. Tout ce qu'il a pour l'alerter, ce seront des petits nuages de fumée qui sortiront du casque, pour lui faire comprendre que il va pas très bien. Forçant donc les joueurs de Krakowitz à toujours faire attention. Mais le casque de Krakowitz n'est pas ce sur quoi repose entièrement son moveset. En ayant absorbé les pouvoirs de l'Astre Noir, certaines des attaques de Krakowitz prendront une forme magique, mais toujours basées sur des attaques qu'il a réellement utilisées, donnant ainsi un terrifiant mélange de science et de magie noire à sa disposition. Ah, pour un personnage issu d'une licence où un plombier saute sur des tortues, ça fait bizarre, hein? À part ça, niveau gameplay, il n'a pas d'option de déplacement supplémentaire, comme ramper ou faire des saumuro par exemple. Maintenant qu'on a mis ses stats au clair, il est temps de parler de ses attaques normales. Pour son direct, Krakowitz tend le bras devant lui et des sphères d'énergie noire traversent son bras pour exploser depuis la paume de ses mains. L'attaque elle-même est un peu lente, mais les orbes qui éclatent depuis la paume de sa main sont gros. Pour son attaque puissante côté, Krakowitz pointe rapidement son doigt vers l'avant et une flèche d'énergie noire en sort, poignardant tout ce qu'il y a devant elle. L'attaque possède un sweet spot sur la pointe de la flèche. Pour son attaque puissante haut, il ôte son casque et déploie l'antenne qu'il utilise durant son combat final dans Superstar Saga. L'antenne émet alors une grosse décharge électrique au-dessus de lui. Pour son attaque puissante bas, il dégaine son pistolet. Et oui, Krakowitz est le premier personnage de l'univers de Mario à avoir utilisé un flingue avant la sortie de Mario plus Lapin Crétin Kingdom Battle. Ça surprend, hein? Bref, il le dégaine et tire un rayon laser. Un tir qu'il déploie en arc de cercle devant lui. Sur le stage, elle se contente de toucher le sol, mais gagne grandement en portée quand elle est faite sur les rebords du stage. Enfin, il a 2 attaques rapides, dépendant de l'état des propulseurs de son casque. Quand les réacteurs sont actifs, il se propulse un gros coup vers l'avant. Mais quand il est bloqué sur terre, c'est une roulade. Pour ses attaques Smash, c'est là où il va commencer à utiliser certaines des attaques les plus puissantes que l'Astre Noir lui confère. Pour son attaque Smash avant, il crée une manifestation magique de Bowser Noir, le nouveau corps que l'Astre Noir prend après avoir séjourné dans le corps de Bowser, et attaque en donnant un gros coup de poing. Pour son attaque Smash haut, il crée une explosion avec des résidus en forme d'étoile au-dessus de sa tête. Et pour son attaque Smash bas, il fait apparaître des sphères d'énergie ténébreuses autour de lui et les fait tourner très rapidement, avant de les disperser. Pour son attaque aérienne arrière, il réutilise la flèche de son attaque puissante côté, sauf qu'ici, il la fait tourner autour de lui. Pour son attaque aérienne avant, il tire des orbes électriques. Pour la référence, les orbes peuvent être soit rouges, soit verts. Ça n'a pas de vrai effet sur le gameplay, c'est juste un détail esthétique. Pour son attaque aérienne arrière, il crée un projectile qui a la forme de l'Astre Noir. Il le lance derrière lui et le projectile revient comme un boomerang. Pour son attaque aérienne haute, comme avec l'attaque puissante haut, il ôte son casque et déploie son antenne, sauf qu'ici, il lance des orbes électriques au-dessus de lui. Et pour son attaque aérienne bas, c'est un stall and fall où il se laisse tomber sur le sol dans une sorte de vol plané. Pour la saisie, il attrape son adversaire avec une main géante sortant de son pistolet et inflige des petits coups en tirant des orbes électriques depuis son casque. Pour le lancer avant, l'Aspiro-Casque attrape l'adversaire et le jette vers l'avant. Pour le lancer arrière, il crée un portail sous les pieds de l'adversaire saisi et le fait téléporter derrière lui. Pour son lancer haut, il enferme l'adversaire saisi dans une cage. Il les soulève dans les airs avant de les attaquer avec une boule d'énergie extrêmement puissante. Et pour son lancer bas, il fait encore une fois apparaître un portail en dessous de l'adversaire saisi, mais fait apparaître le portail de sortie un petit peu devant lui et fait tomber l'adversaire sur le sol. Quant à ses attaques de recouvrement, les propulseurs du casque se mettent à tourner autour de lui. Et pour son attaque de rebord, il utilise le coup télescopique du casque pour remonter en donnant un coup de pied.